Merci beaucoup. Eh bien, on va y aller tout de suite parce que ça va être difficile d'arriver à synthétiser ce que je raconte dans ce bouquin où je m'appuie sur des disciplines très différentes qui vont de la psychologie à l'anthropologie, à l'écologie, etc. Donc peut-être que je vais être un peu caricatural, je vous demande par avance de me pardonner. Alors, en fait, je considère qu'on est vraiment en train de vivre une révolution anthropologique majeure qui est un peu réalisée, mais à moitié réalisée. Je pense que vraiment l'humanité est arrivée à un tournant de son histoire, et je vais très rapidement dire pourquoi. En fait, on a créé une société d'opulence, enfin en tout cas pour certains humains, pas pour tous, pour nous, et de croissance infinie, parce que toute notre société suppose la possibilité de croître de manière infinie, mais le problème c'est qu'on vit dans un monde fini. Et on voit là déjà une première contradiction, parce que tout simplement, à moins d'avoir une conception assez bizarre de la physique, on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini. En fait, c'est vraiment un moment absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Grosso modo, Homo sapiens, ça a 200-300 000 ans, donc quand même des milliers de générations, et c'est pas de chance, ça tombe sur nous. On est juste la génération qui connaît ce moment bizarre où soudainement les hommes se disent « Ah ouais, mais on ne va pas pouvoir continuer comme ça ». Ce qui est très troublant, très anxiogène. En fait, nous savons que le franchissement des limites, ce qu'on appelle les limites de la planète, ça a été clairement identifié, quantifié, le franchissement de ces limites aura un impact systémique, c'est-à-dire sur l'ensemble. Et bien, évidemment, comme nous faisons partie de l'ensemble, nous en serons aussi, bien sûr, les victimes. Alors, on le sait, en tout cas, j'imagine que vous le savez, moi-même, je le sais, mais pourtant, cette prise de conscience, qui est nouvelle, mais qui est quand même importante, qui va très vite en ce moment, il n'y a pas une journée où on n'en entend pas parler, cette prise de conscience ne conduit pas à un changement de comportement, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Ou en tout cas un changement de comportement qui est trop mineur pour avoir un quelconque effet. Et donc la question que je me pose, c'est tout simplement, mais pourquoi ? Voilà. Pourquoi, alors qu'on sait que l'on va vers une forme plus ou moins grave de catastrophe, pourquoi chacun dans sa vie continue à fonctionner comme il vivait hier ou à peu près ? C'est vraiment une question cruciale pour moi aujourd'hui. Alors, déjà, je voudrais rapidement indiquer pourquoi je considère que la trajectoire globale sur laquelle nous sommes est absurde. Voici un graphique qui a été réalisé par un économiste qui a publié dans les revues les plus sérieuses qui soient, qui a montré le niveau d'output, c'est-à-dire d'impact global sur l'environnement, lié à une croissance de 1% ou de 2%, ce qui est très faible, c'est pas la croissance mondiale actuelle, c'est beaucoup moins, sur 100 ans jusqu'à 20 000 ans. Et au bout de 20 000 ans, le niveau de croissance, il a augmenté de quelque chose, 10 puissance 86. Or, 10 puissance 86, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers visible. Donc il faut être complètement, de mon point de vue, irrationnel pour prétendre pouvoir continuer de croître. Et pourtant, c'est le discours que vous entendez tout le temps, par la plupart des hommes politiques, par la plupart des leaders économiques. Donc cette trajectoire, l'idée qu'on puisse continuer comme ça simplement par un gain d'innovation technologique, je considère que c'est une folie qui est dangereuse et qui fait croire aux individus qu'on va pouvoir s'en sortir en continuant le business as usual, comme on dit parfois. Alors pourquoi une trajectoire aussi absurde ? Pourquoi on suit une trajectoire aussi absurde ? Alors, il y a une cause, enfin souvent en biologie on appelle ça les causes proximales, c'est-à-dire la cause directe. C'est tout simple. On est en train de détruire la planète tout simplement parce qu'on consomme trop, individuellement. J'espère que vous avez conscience que vous consommez trop individuellement. Enfin, moi, je sais que je consomme trop individuellement. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a admis, on n'a pas dit grand-chose, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement, ce que l'on appelle les causes distales, donc des causes qui sont moins visibles, mais qui jouent un rôle déterminant dans notre comportement. Et moi, dans ce livre, je distingue deux causes distales. La première,
C'est une cause distale qui concerne l'individu, c'est-à-dire que, grosso modo, je voudrais vous montrer que notre histoire évolutive, notre parcours au cours de l'évolution, depuis des milliards d'années, des millions d'années, des centaines de milliers d'années, eh bien, nous ont formaté de telle sorte que notre cerveau a de grandes difficultés à gérer l'abondance et naturellement porté vers la croissance. Donc il y a quelque chose qui est vraiment inscrit dans notre structure cérébrale qui va, dans l'environnement que nous avons créé, nous conduire à consommer à outrance. Et puis il y a une cause distale qui concerne la société, parce que tout n'est pas bien sûr le résultat de fonctionnement de chaque cerveau, mais la société joue elle-même un rôle énorme là-dedans. Et cette cause distale, c'est tout simplement parce que notre système économique, celui qui prévaut actuellement, est un système économique qui ne peut survivre que s'il croît. Un système capitaliste ne peut pas survivre sans croissance. Mais ce qui est vrai au niveau de la société n'est finalement qu'une forme en miroir de ce qui est vrai au niveau individuel. Et les forces individuelles et les forces de la société s'entrecroisent pour cadenasser notre comportement et rendre quasi impossible la sortie de notre addiction à la consommation. Alors, ça paraît désespérant ce que je dis, mais j'espère à la fin peut-être vous redonner un tout petit peu d'espoir. Alors, je reprends une phrase d'Edward Wilson, qui est donc un biologiste, qui dit la chose suivante, qui résume un peu ce que je vais vous raconter. Nous avons créé une civilisation, la Star Wars, autrement dit de très grande technologie, de très grande sophistication, avec des émotions et des comportements qui sont ceux de l'âge de pierre. Grosso modo, il met en confrontation le niveau technologique, de maîtrise technologique que nous avons aujourd'hui, et le fait que notre cerveau n'a pas vraiment évolué depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, probablement même plusieurs centaines de milliers d'années. Et ça pose un problème. Donc c'est ça que je vais vous présenter. En fait, on peut considérer que notre espèce, bien sûr, c'est le résultat d'un processus évolutif qui a démarré au début de la vie, donc il y a 3,5 milliards d'années, et qui a abouti à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes héritiers de ce passé. Et certaines caractéristiques qui concernent par exemple les animaux dont nous sommes issus continuent d'exercer un certain poids sur notre comportement. En fait, il faut bien comprendre que l'Homo sapiens était parfaitement adapté pour gérer l'environnement qui était le sien au paléolithique, c'est-à-dire avant la révolution néolithique, avant qu'on passe à l'agriculture, à l'élevage. Mais le fait d'être passé au néolithique, ce qui est en soi, c'est très bien, mais le fait d'être passé au néolithique va nous poser des problèmes tout à fait nouveaux. Et je considère que l'origine de la crise environnementale qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas la révolution industrielle, non, c'est la révolution néolithique. Pour moi, elle a joué un rôle absolument déterminant. Je n'aurai pas trop le temps de le développer, mais je l'évoque quand même. Alors, notre cerveau n'est ni préparé à gérer la profusion, ni capable de traiter les échéances lointaines. Et ça, on peut l'expliquer d'un point de vue justement évolutif, par rapport à ce que je dis des forces évolutives qui nous ont conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, je ne vais pas aborder les échéances lointaines, j'en aurai pas le temps, c'est intéressant, mais ce n'est pas possible. Je vais juste aborder le premier point. Alors, tout être vivant, en fait, suit deux objectifs, survivre et se reproduire. C'est comme ça qu'on définit le vivant, ce qui le distingue des objets physiques. Chacun d'entre nous, nous avons deux objectifs, survivre et se reproduire. Évidemment, si tout marche bien, si l'on arrive à survivre et à se reproduire, il en résulte quelque chose qui est absolument inéluctable, qui est la croissance. Donc notre cerveau est héritier de tout ça et va naturellement produire de la croissance, une croissance potentiellement infinie. Et si les économistes adorent la croissance, c'est parce que tout simplement cette croissance, elle est le reflet de quelque chose qui est beaucoup plus profondément inscrit en nous et qui est de nature biologique. Le problème, c'est que si vous croissez indéfiniment dans un monde fini, eh bien, il y a un potentiel risque d'effondrement.
Alors, pour illustrer cette force, cette, je dirais, propension à croître, vous connaissez sans doute la bactérie Escherichia coli. Eh bien, cette bactérie, si vous la laissez se reproduire indéfiniment, par exemple en lui permettant de se développer, à ce moment-là, au bout de 3 jours, elle atteint une biomasse qui est égale à la biomasse de toute la planète, en 3 jours. Donc on voit qu'il y a dans le vivant quelque chose de fondamental qui le pousse à croître. On a exactement le phénomène avec les espèces invasives. Vous savez, ces espèces qu'on a introduites dans des milieux desquels elles n'étaient pas, elles étaient absentes. Par exemple, quand vous introduisez un rat sur une île, eh bien, le rat va se développer à outrance, surtout s'il n'y a pas de prédateurs autour de lui, jusqu'à détruire une grande partie de l'écosystème. Et ensuite, quand il va buter contre les limites de cet écosystème, soit la population va se stabiliser, soit elle va s'effondrer, ce qui peut arriver dans le cas d'épidémies lorsque la population devient trop importante. Mais il se pourrait que nous soyons en train de faire la même chose que les rats dans une île, et que nous soyons en train de croître indéfiniment sans tenir compte des limites de la planète et potentiellement détruire la planète. La différence entre les rats et nous, c'est que les rats, c'est sur une île. Et nous, notre île, c'est la Terre. Et il n'y a pas de planète bis, comme on le dit parfois. Donc c'est quand même extrêmement problématique. Donc la croissance peut conduire à quelque chose qui s'apparente à ce que certains biologistes ont récemment appelé un suicide évolutif. C'est-à-dire que l'évolution peut, dans certaines conditions, produire un comportement qui aboutit à la disparition de l'espèce. Alors, c'est une analogie, et donc toute analogie a ses limites. Si vous prenez les cellules cancéreuses sont des cellules qui ont muté, qui ont un avantage adaptatif par rapport aux cellules saines, et qui se développent à outrance, jusqu'à faire disparaître l'organisme dont elles dépendent, c'est-à-dire l'humain, et à ce moment-là, elles meurent. Rien n'exclut que nous soyons en train de faire quelque chose de comparable, malgré notre gros cerveau, parce que on peut excuser une cellule cancéreuse qui n'a pas des capacités cognitives très grandes, mais dans le cas d'un humain, c'est quand même plus problématique et plus intriguant. Alors, comment, en fait, on fait pour survivre et se reproduire? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à survivre et se reproduire? Eh bien, la nature a inventé, mais vous mettez triple guillemets de chaque côté, a inventé, parce que la nature n'a pas d'intention, mais dans le vivant, il y a ce couple plaisir-déplaisir qui joue un rôle absolument fondamental. C'est ce qui vous guide en permanence. Votre vie, vous essayez tous les jours de prendre du plaisir et vous évitez du déplaisir. Et c'est quelque chose d'extrêmement important qui participe à l'homéostasie, c'est-à-dire maintenir un état stable interne. Par exemple, quand vous avez soif, vous n'avez pas besoin de vous dire « Oula, mon niveau hydrique a baissé, il faudrait que je boive ». Non, non. Vous ressentez la soif, vous buvez, et quand vous buvez, ça vous fait plaisir. Et quand vous avez soif, vous anticipez le plaisir que vous allez avoir à boire. L'organisme est très bien fait pour ça, et tout notre organisme est guidé dans son environnement et dans son comportement à partir de la capacité de percevoir du plaisir et du déplaisir. Bien sûr, c'est un couple qui va tout à fait ensemble. Alors ce processus a guidé le comportement de tous les organismes primitifs depuis qu'il en existe. Les poissons les plus archaïques ont un système qui génère du plaisir qui est assez proche du nôtre, en fait. Ça a évolué, mais pas tant que ça. Et bien sûr, ça nous détermine, nous aussi, dans notre comportement. Alors, en soi, c'est très bien. Bien sûr, ça a marché, mais cette dépendance au plaisir n'est peut-être plus adaptative, c'est-à-dire va poser de nouveaux problèmes dans l'environnement nouveau que nous avons créé depuis le néolithique, notamment. Je vais prendre cet exemple qui souvent irrite les gens qui s'opposent à ce que je raconte. C'est l'exemple de ma douche. J'espère que vous-même, tous les soirs, vous y penserez quand vous prendrez votre douche. En fait, quand je prends ma douche, j'ai calculé que je prenais ma douche 3 minutes de trop. Alors c'est rien, 3 minutes de trop, hein, mais 3 minutes de trop, j'ai calculé qu'au niveau de la population mondiale, ça fait 450 super tankers par jour d'eau. Et un super tanker de pétrole pour chauffer cette eau. Parce que si l'eau était froide, je ne la prendrais pas 3 minutes de plus. Mais c'est très important, ça, en fait. Hein. Alors, au-delà de ça, mais pourquoi je vous dis ça? Je connais très bien les processus neurocognitifs qui sont à l'origine du plaisir. Je sais très bien ce que c'est que la dépendance au plaisir. J'ai une très grande sensibilité par rapport à la crise environnementale et je continue tous les soirs de prendre ma douche 3 minutes de trop. Et vous probablement aussi, et puis si ce n'est pas la douche, c'est autre chose. Donc vous voyez à quel point on est sous tension. Je sais tout ça. Sauf que mon comportement n'est pas du tout en adéquation avec ce que je sais.
Pourquoi? Eh bien, une des premières réponses, c'est ma dépendance au plaisir. Je n'arrive pas à résister au plaisir, et probablement vous aussi, si vous êtes à peu près normaux. En fait, notre cerveau n'est pas bien adapté pour gérer la profusion. Laquelle profusion n'existait pas auparavant. Elle existe aujourd'hui. Et ça génère un phénomène qui est absolument universel et qui concerne à peu près tous les humains, je considère aujourd'hui, c'est l'addiction. Nous souffrons d'une addiction qui est collective, on va voir, ce qui est beaucoup plus grave qu'une addiction individuelle. Nous avons dans le cerveau un système qui s'appelle le système de la récompense, qui est complexe, qui fait intervenir plusieurs structures cérébrales. Et ce système de la récompense fonctionne pour toutes sortes de plaisirs. Lorsque, je ne sais pas moi, vous mangez un baba au rhum, vous faites l'amour, ou vous voyez un beau paysage, c'est toujours le même système de la récompense qui va fonctionner. Donc, il traite toutes les formes de plaisir possibles. C'est un phénomène universel, on le retrouve chez les animaux. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour l'addiction chez le rat. Et c'est très impressionnant de voir des rats qui sont capables de mourir parce qu'ils sont dépendants d'une drogue qui leur procure du plaisir. C'est très puissant, ce n'est pas propre à l'homme, bien sûr, l'addiction. Alors, je voudrais l'illustrer au travers de l'addiction alimentaire. Vous savez peut-être que dans le monde, il y a 2 milliards d'humains en surpoids. Sur 7,5, ça fait quand même pas mal. Et il y a 650 millions d'obèses. C'est gigantesque, surtout quand on sait qu'il y a à peu près 1 milliard d'humains qui ne mangent pas à leur faim. Ça veut dire que dans certains pays, notamment les États-Unis, le pourcentage de gens en surpoids, c'est de l'ordre de 70-80%. Alors pourquoi c'est une addiction alimentaire? Pourquoi? Bien, en fait, parce que notre cerveau a évolué de sorte que les individus qui ont tendance à, entre guillemets, se gaver, ont plus de chances de survivre que les autres, au néolithique. Parce qu'au néolithique, c'était pas facile de se gaver. Donc, au néolithique, un humain qui avait capturé un animal, il avait tout intérêt à s'en nourrir beaucoup, parce qu'il n'était pas assuré que les jours suivants, les semaines suivantes, il allait pouvoir trouver cette nourriture-là. Les loups font exactement la même chose aujourd'hui. Et en plus, il y a 2 éléments dont nous sommes friands aujourd'hui, c'est le gras et le sucre. Alors le sucre, c'est évident, on parle même d'addiction au sucre. Mais pourquoi? Parce que le sucre est absolument nécessaire à notre métabolisme et le sucre dans l'environnement est rare. Il n'y a pas beaucoup de sucre dans l'environnement naturel. Le problème, c'est que maintenant, vous ouvrez votre frigidaire, vous avez des tonnes de sucre. Vous allez dans un carrefour ou je ne sais pas quelle grande surface et le sucre dégouline de partout. Mais notre cerveau, lui, c'est toujours le même. Et quand il a la possibilité de prendre du sucre, il le prend. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas dépendant de la même manière. Et bien sûr, l'addiction alimentaire fait intervenir beaucoup d'autres facteurs. Je ne les ignore pas, bien sûr. Mais c'est un facteur explicatif, c'est-à-dire le plaisir que l'on a à manger n'est plus adaptatif dans le monde dans lequel nous vivons. Et finalement, l'obésité, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une belle allégorie de ce qui se passe au niveau de la planète. Nous sommes tous obèses, mais pas obèses en termes morphologiques, obèses en termes de consommation globale, parce que cette consommation, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, le plaisir est important, mais se rajoute quelque chose qui joue un rôle assez déterminant qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Alors c'est quoi le tapis roulant hédonique? Ça a quelque chose à voir avec l'adaptation sensorielle. Si par exemple vous vous endormez et que vous mettez votre main là, au moment où vous mettez votre main là, vous la sentez. Mais si vous n'avez pas bougé votre main pendant 1 heure, vous ne savez plus où est votre main. Il faut bouger un doigt pour savoir où est sa main. Parce que le cerveau, il a guère d'intérêt à traiter des informations qu'il sait pérennes, durables. Le cerveau est intéressé par la nouveauté. L'adaptation hédonique, c'est la même chose. Quand vous ressentez un plaisir, c'est super, mais si le plaisir persiste, il n'y a plus de plaisir. Donc, ce qui fait que le plaisir est par nature fugitif, éphémère, provisoire. Et c'est Myers qui disait,
Chaque expérience désirable, l'amour passionné, le plaisir d'une nouvelle possession, l'euphorie du succès est transitoire. Est transitoire. Le problème, c'est que comme nous sommes en permanence à la recherche de plaisir, eh bien, il va falloir systématiquement renouveler les sources de plaisir. Et nous allons les renouveler de tas de manières, mais notamment au travers d'une consommation excessive. Notre cerveau nous piège. C'est ce qui fait que, bien sûr, on espère toujours avoir un meilleur iPhone, un meilleur salaire, une plus grande maison, ou je ne sais quoi, chacun a son truc en plus qu'il recherche, mais qui, tout ça pris conjointement, nous conduit à être des boulimiques de la consommation, et c'est bien la cause de la destruction de la planète. Pour vous donner juste un exemple, c'est un résultat simplifié que j'ai simplifié. Ici, en abscisse, vous avez le temps en ordonnée à la fois le bonheur et le niveau de revenu. Alors, vous voyez, au moment 2, donc à 2 ans, après 0, on accroît votre salaire. D'accord ? À ce moment-là, vous observez une augmentation du niveau de satisfaction en rouge. On est super content, on va pouvoir profiter, on va mieux vivre, on va pouvoir acheter ça. Le problème, c'est que si le salaire ne bouge pas, en fait, à peu près 2 ans après, le niveau de satisfaction est revenu à son niveau initial. Résultat des courses, si je veux continuer à être heureux, il faut que j'essaye de gagner plus. Et c'est ce que tout le monde fait. Évidemment, tout le monde a comme objectif de gagner plus. Je ne connais pas des gens qui disent « j'aimerais bien gagner moins ». Mais le problème, c'est que le niveau de salaire, par exemple, est totalement corrélé avec votre impact environnemental. Si vous voulez savoir quel est votre impact environnemental, demandez-vous combien vous gagnez. C'est totalement corrélé parce que chaque humain, de toute façon, dépense autant qu'il le peut. C'est pour ça qu'on n'en a jamais assez, évidemment. Donc tout ça contribue à cet excès de consommation qui est destructeur pour la planète. Un autre élément tout à fait important, j'en cite quelques-uns, je ne peux pas tous les citer, mais quelques-uns, c'est ce qu'on appelle le tapis roulant positionnel, en anglais positional treadmill. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est le fait que votre niveau de bonheur, comment vous estimez la satisfaction interne, ne dépend pas de la perception de ce que vous êtes vraiment, mais de la perception de ce que vous êtes par rapport à ce que sont les autres. Parce que nous sommes des animaux sociaux et que nous passons notre temps à nous comparer. Ça, c'est absolument fondamental. Et ça trouve son origine dans quelque chose, vous allez voir, qui est très archaïque, mais qui fonctionne super bien. Par exemple, j'ai des tas de données empiriques qui valident ce truc-là. Par exemple, on a demandé à des personnes, est-ce que vous préférez gagner 25 000 $ quand les autres en gagnent 30 000 ou 20 000 quand les autres en gagnent 15 000 ? C'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Alors vous me direz peut-être les États-Unis, c'est un peu particulier. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent gagner 20 000 à condition de gagner plus que les autres. Donc la position relative est beaucoup plus importante que la position absolue. Alors, ce tapis roulant positionnel, en fait, c'est l'expression d'une compétition intraspécifique, c'est-à-dire la compétition qui se joue entre les individus d'une même espèce, plus fréquemment chez les mâles que chez les femelles, mais en fait, pour l'espèce humaine, c'est à peu près pareil. Et cette compétition intraspécifique, en fait, articule complètement le statut social, le pouvoir, le sexe et la procréation. Donc, ça participe des 2 objectifs que suit le vivant que je vous ai indiqués au départ. Aujourd'hui, plus votre statut social est élevé, et ça c'est incontestable, plus les chances de survie augmentent. Oui, c'est terrible, c'est dramatique, mais c'est la réalité. Et plus les opportunités sexuelles s'accroissent. Ah oui, parce que si vous êtes riche, vous allez voir, vous aurez beaucoup plus de charme que si vous êtes pauvre. Et plus la probabilité est grande de transmettre ces gènes. Et c'est ça que suit le vivant. C'est vrai aujourd'hui, bien sûr, c'était vrai par le passé. Peut-être, savez-vous, que Gengis Khan a 16 millions de descendants aujourd'hui.
Parce qu'il a fécondé un très grand nombre de femmes. C'était sans doute pas parce qu'il était très charmant. Et le sultan du Maroc, Moulay Ismaïl, a eu 888 enfants. Mais ce n'était pas lié à sa beauté intrinsèque, c'était lié à son statut social. Donc nous sommes préoccupés par notre statut social parce que le statut social est un déterminant majeur de la lutte intraspécifique qui se joue au sein de chaque espèce. Le problème, c'est que statut social et niveau de salaire sont les meilleurs prédicteurs de votre niveau d'impact écologique. Et comme nous suivons tous cette course et que nous sommes tous en compétition permanente, tout ça nous propulse dans une activité économique débordante qui participe de la destruction de la planète. Alors maintenant, je vais aborder quelque chose qui renvoie plutôt aux forces distales 2, c'est-à-dire qui concerne la société. Parce que là, vous pouvez avoir l'impression, finalement, vu ce que j'ai raconté, qu'en fait, c'est notre cerveau qui, tout simplement, fait de nous des destructeurs nés de la planète. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, heureusement, malgré tout. Et je vais mettre en opposition ces deux termes, égoïsme et altruisme. Alors, ça peut vous apparaître un peu désuet, ça fait un peu éthique de Troisième République, mais pas du tout. Il faut savoir que la dimension égoïsme-altruisme est au cœur de quantité de recherches en neurosciences, en psychologie, en économie expérimentale, en anthropologie. C'est un thème absolument central et qui est central pour comprendre ce qui est en train de nous arriver. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les chercheurs sont absolument d'accord sur le fait que si nous nous comportons de manière égoïste, c'est-à-dire si nous privilégions notre intérêt personnel relativement aux intérêts de tous, à ce moment-là, nécessairement, on en vient à la destruction du bien commun qui est la planète. Donc l'égoïsme est une des causes majeures de la destruction de la planète. Ça, c'est clair. Ça a été montré, modélisé de plein de manières. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et on peut très bien poser la question comme ça, notamment par rapport à mon histoire de la douche. Suis-je capable de réduire ma consommation, par exemple de douche, et donc mon plaisir immédiat, si cela participe du bien commun, donc de la protection, de préservation de notre planète, et notamment de celui des générations à venir ? Et l'altruisme joue un rôle essentiel. Donc, autrement dit, si je n'arrive pas à arrêter mon eau chaude quand je devrais le faire, c'est parce que j'ai un plaisir et que le plaisir que je ressens égoïstement pèse d'un poids plus fort sur mon cerveau que ma prise en compte altruiste des autres humains et des individus à venir. Et nous fonctionnons tous comme ça, ce qui est absolument catastrophique. Alors, il faut ici rappeler des petites choses. Vous connaissez peut-être ce concept d'homo economicus. Donc, homo economicus, c'est une vision de l'homme qui a été développée notamment par les penseurs libéraux en économie et qui nous disent en gros que les hommes sont des êtres naturellement égoïstes. Et qu'il n'y a pas de problème à ça. Après tout, pourquoi pas ? Et peut-être que notre égoïsme, globalement, produit quelque chose d'intéressant. C'est un peu, je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée de homo economicus. En fait, le problème, c'est que ça ne colle pas du tout à ce qu'est la réalité des humains. Parce que les humains, l'homo sapiens, alors là, il faut faire appel à des recherches en anthropologie et en psychologie notamment, sont des êtres profondément altruistes. Il n'y a pas d'être vivant plus altruiste que l'humain sur Terre. Ça n'existe pas. Nous sommes les seuls à pouvoir, par exemple, donner notre sang à une personne que l'on ne connaît pas sans en tirer le moindre bénéfice, ce qui est complètement incroyable d'un point de vue psychologique. Donc nous sommes fondamentalement altruistes. Et pourtant, il semble que nous nous comportions de manière égoïste. Donc c'est intriguant. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre l'importance de la révolution néolithique. J'insiste là-dessus, même si je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais dans mon bouquin, je le précise. En fait, jusqu'au début du néolithique, donc il y a à peu près 10 000 ans,
les humains vivaient en petites communautés, très coopératives, très altruistes, dans lesquelles il n'y avait pas d'inégalité. C'est pas du Rousseau que je fais, hein. C'est vraiment des données issues de l'anthropologie et qui sont absolument consensuelles. Il y a d'autres choses qui sont pas consensuelles, mais ça l'est. Mais avec l'invention du néolithique, de l'agriculture, de l'élevage, donc de la propriété privée, les hommes ont eu la possibilité de s'enrichir plus que d'autres et d'exploiter d'autres hommes, ce qui n'était pas le cas avant. Et dans ce contexte-là, ce contexte nouveau, l'altruisme qui avait de grandes vertus auparavant est devenu quasiment un handicap pour l'humain, pour chaque individu. Et c'est une des raisons, c'est un grand raccourci, qui explique que nous fonctionnons de manière très égoïste aujourd'hui. Alors, les chercheurs ont identifié au travers de configurations de jeux qu'on appelle les dilemmes sociaux, qui ont été beaucoup étudiés en mathématiques, en économie, en psychologie, en biologie. On a étudié quelles étaient les conditions favorables à l'altruisme et défavorables à l'altruisme. Parce qu'on peut très bien l'identifier. Et voici les conditions qui sont défavorables à l'altruisme. Premièrement, quand les individus ne se connaissent pas et que prévaut l'anonymat. C'est ce qui arrive dans notre société. Quand il n'est pas possible de punir ceux qui se comportent de manière égoïste. C'est vrai en grande partie dans notre société. Quand le niveau de confiance mutuelle est faible, c'est totalement vrai dans notre société. Quand les individus sont trop nombreux, oui, c'est vrai dans notre société. Et quand l'autre est perçu comme différent, c'est très fréquent. L'étranger, le différent, le noir, l'arabe, le blanc, le jaune, etc., etc. Donc en fait, nous avons créé une société qui, sur tous ces points ne sont pas vrais du paléolithique. Hein. Ils sont vrais du néolithique et de ce que nous vivons aujourd'hui. Et si vous rajoutez que tout ça a été théorisé et même soutenu par l'économie libérale, vous comprenez pourquoi on se comporte de manière égoïste. Et là, je vais citer un texte qui est un texte de Mandeville, dans la fable des abeilles, qui est un précurseur de la fameuse théorie de la main invisible d'Adam Smith. Et voici ce que dit Mandeville. « Soyez aussi avides, égoïstes, dépensiez pour votre propre plaisir, on retrouve l'importance de la dimension plaisir, que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. » Il avait sans doute raison au sujet de la prospérité de la nation. C'est pas du tout sûr qu'il avait raison en ce qui concerne le bonheur. Mais ça, c'est un autre problème. Mais voici le contexte dans lequel nous vivons. Et de ce fait-là, nous avons beaucoup de mal à nous comporter de manière altruiste, c'est-à-dire d'une manière qui pourrait participer de la préservation du bien commun qui est la planète. Alors, c'est en rapport avec ce que je vais présenter maintenant ici, c'est que moi je prétends qu'on souffre tous d'une addiction collective. Hein. Je veux dire, on ne peut pas l'expliquer autrement, on peut l'expliquer autrement, mais fondamentalement, il y a toutes les caractéristiques de l'addiction. Mais notre addiction, donc, elle n'est pas individuelle. Le problème, c'est qu'elle est collective. Et ça a un impact absolument énorme par rapport à ce que je disais jusqu'à présent. Pourquoi ? C'est ce que j'appelle l'incommensurabilité perçue entre l'action individuelle et l'action collective. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que quand je suis sous ma douche, pourquoi je continue de la prendre 3 minutes de trop ? Maintenant, je suis à 2 minutes. Hein, mais bon, je ne suis pas encore comme il faut. Pourquoi ? Parce que je me dis, et c'est le raisonnement que vous vous tenez très souvent probablement, ouais, mais à quoi ça sert que moi je réduise mon temps de douche et mon plaisir si je ne suis pas certain que les autres en fassent autant ? C'est rationnel à titre individuel. Simplement, c'est catastrophique au niveau collectif. C'est ce qui fait que moi, j'ai de très bons amis qui sont écologues, écologues professionnels, donc qui aiment voyager parce qu'ils aiment découvrir des écosystèmes et tous. Et souvent, ils me disent « Mais pourquoi je m'arrêterais de prendre l'avion si je ne suis pas assuré que les autres en feront autant ?» Et puis, qu'est-ce que ça va faire si je suis le seul à ne plus prendre l'avion ? Autant continuer. Voilà. Mais ce qui est vrai de l'individu, ici, malheureusement, c'est aussi fatalement vrai pour les États.
Comment un État consentirait à modérer sa croissance quand les autres maintiendraient leur objectif de croissance? Mais c'est impossible. Vous avez vu le niveau de tension géopolitique qu'il y a en ce moment? Vous imaginez ce qui se passe si un État se dit je vais réduire mon PIB, ma croissance va diminuer. Mais ça va devenir un nain géopolitique et donc il va être en danger compte tenu de climat de compétition qui existe entre tous les États dans le monde. Donc ce qui est vrai de l'individu se généralise au niveau des États et je prétends qu'aujourd'hui, les États ne peuvent pas se comporter de manière écologico-compatible. Et je suis sûr que si le gouvernement actuel décidait de nous faire fonctionner d'une manière écologico-compatible, je suis sûr que beaucoup d'humains, y compris certains des partis écologistes, diraient « Ah non, il faut arrêter, c'est pas possible. » Alors, quelle solution à cela? Alors, je pense qu'il y en a, mais je pense qu'on ne va pas les trouver tout de suite. Parce que justement, et encore j'ai décrit qu'une partie, les forces qui rendent très difficile le changement de comportement individuel et collectif sont absolument gigantesques. Voilà. Donc ça ne va pas venir tout de suite. Mais vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui souffre d'une addiction au tabac. À 25 ans, on lui dit, mais tu sais, dans 30 ans, la probabilité que tu aies un cancer du poumon est très grande. C'est trop loin. Par contre, si 30 ans plus tard, le médecin dit à cette personne-là, écoute, dans 3 mois, il va falloir qu'on te mette sous oxygène si tu continues, parce que là, ton poumon, il est quasiment foutu. Là, ça peut être un choc. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer pour nous. C'est que c'est au moment où l'impact va être terrible que là, les États, collectivement, vont peut-être se mettre d'accord, à moins qu'ils finissent dans l'apocalypse, qui semble ne pas être très loin de pouvoir se passer aujourd'hui. Alors, moi, la proposition que je fais, et je suis certain qu'il n'y en a pas d'autres, et j'attends que des gens me fassent des propositions, mais jamais personne ne m'en a fait, une proposition vers laquelle on doit se rapprocher, je ne dis pas qu'on va le faire tout de suite, mais il n'y aura que ça comme solution. C'est ce que j'appelle le compte individuel de l'impact écologique. Je vais faire vite, parce que je n'ai pas le temps de préciser. C'est très simple. On connaît les limites de la planète. On les connaît quantitativement, d'accord ? On sait combien il y a d'humains sur la planète. Eh bien, on sait ce que chaque humain peut consommer sans que cela ne contribue à la destruction du bien commun qui est la planète. Et donc, chaque individu devrait être doté d'un droit à consommer qu'il ne peut pas dépasser. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est totalement impossible, c'est utopique. Oui, oui, bien sûr, mais ça permet de prendre la mesure de la distance qu'il nous reste à franchir pour résoudre la crise environnementale. Mais ça, vous l'acceptez, vous, parce que votre compte en banque, quand le banquier vient vous dire, hop, vous avez trop dépensé, vous ne vous dites pas que c'est pas normal. Et il va vous faire payer des agios, puis vous dites, ouais, c'est normal, quoi. J'ai pas assez d'argent. Oui, mais d'accord, mais la planète, c'est notre compte en banque. C'est notre compte en banque commun. Et comment pourrait-on accepter que certains, du fait de leur richesse, aient le droit de détruire ce bien commun qui est nécessaire à tous? C'est absolument inacceptable, c'est éthiquement impossible. Et donc, je ne vois pas d'autre solution que d'imposer, alors je suis bien content de la nature contraignante de ce que je propose, de proposer quelque chose qui est une limitation dans le droit à consommer. Et en fait, c'est pas grand-chose. Chacun n'a pas le droit de consommer plus au-delà d'un certain plafond, sauf que les répercussions que ça a sur le fonctionnement global de la société seraient absolument gigantesques. C'est pourquoi je dis qu'on est à l'aube d'une révolution anthropologique, parce que ça nous propulse dans une révolution anthropologique probablement aussi importante que celle qui nous a fait passer du paléolithique au néolithique. Mais soit les humains en viendront à quelque chose de ce type, soit on aura une forme d'effondrement qui reste à préciser. Alors, c'est une révolution anthropologique majeure qui pose problème, tout simplement parce qu'elle va à rebours des forces archaïques qui régissent le système actuel. Parce que de mon point de vue, le système actuel, l'économie, on va dire, néolibérale capitaliste, est très sophistiquée en apparence, mais en fait, elle est très archaïque.
Elle obéit à quelque chose qui est profondément archaïque dans le cerveau des humains. Et c'est ça dont il faut se défaire. Évidemment, c'est extrêmement difficile. Mais cette révolution, que j'appelle de mes voeux, elle est techniquement possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les économistes ont défini ce qu'on appelle des corridors de consommation, c'est-à-dire des valeurs à l'intérieur desquelles doit se situer la consommation individuelle pour nous permettre de vivre bien, parce qu'ils ont montré que ça permettait de vivre bien, je n'ai pas dit dans le luxe, hein, vivre bien, et de vivre bien pour la totalité de la population mondiale. Donc on sait que c'est totalement possible, compte tenu des ressources dont nous disposons et de nos capacités technologiques, c'est tout à fait possible. L'obstacle, il est politique et il est psychologique. Les deux, parce que le politique et le psychologique sont intimement liés. Mais ce que je propose permettrait de mettre un terme à l'inégalité. Je rappelle que Homo sapiens a 300 000 ans. L'inégalité existe depuis 10 000 ans. Donc c'est rien dans l'histoire de l'humain, c'est un passage qu'on a connu de l'inégalité, mais qui ne pourra pas durer. Parce que l'inégalité est intimement liée à la destruction de la planète. Donc ça permettrait de mettre un terme à l'inégalité, en grande partie à la violence, parce que la violence est une conséquence naturelle de l'inégalité, et permettrait d'éviter la destruction de la planète. Évidemment, tel que je le présente comme ça, j'ai bien conscience que c'est un peu brutal, mais voilà. De toute façon, je pense que si on n'arrive pas à réaliser ce type de révolution ou quelque chose qui s'en approche, ça sera impossible. J'ai encore un tout petit peu de temps ? Ouais, pas tellement. Donc, je vais peut-être pas continuer, comme ça on pourra échanger. Mais de mon point de vue, en tout cas, si on n'arrive pas à faire ça, ben, ça sera ça. Voilà. Je vous laisse lire. Merci. Alors, on va avoir un peu de temps pour les questions. Je ne sais pas quelle heure il est. En fait, j'ai pas... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions. Du coup, j'ai commencé en retard. Oui, il y a eu un petit peu de retard, de toute façon, donc on peut prendre 5 ou 10 minutes de plus. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Biologiste et neurobiologiste, je souscris très très largement, si pas entièrement, à ce que vous avez dit. Maintenant, pour revenir sur votre dernière dia, je me mets là parce que la lumière. Le compte d'impact écologique là. Si on se rend compte que maintenant on arrive au jour de l'année où on a consommé les ressources de la planète au mois de juillet, au mois d'août, je ne sais plus exactement, et qu'en plus il y a une inégalité absolument colossale entre la distribution de cette consommation, ça veut donc dire que les restrictions de biens de consommation divers devrait être de l'ordre de... On devrait tomber à 25% de ce qu'on a maintenant si on veut être égal et écologique. Oui, totalement. Ouais, c'est même, pour nous, ça serait une réduction de notre consommation de beaucoup plus de 25%. Ah, venir à 25%, réduire de 75%. Oui, totalement. On n'a plus que 25% de ce qu'on a bien maintenant sûr, dans nos pays. Bien sûr. Il y en a d'autres qui auraient autant, mais ou qui auraient plus. Ou qui auraient plus. Oui. Ou qui auraient plus. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça que la crise environnementale risque de devenir une crise politique classique avec une opposition de classe, parce que les gens les plus pauvres n'ont rien à perdre à ça. Mais les gens les plus riches, comme moi, je ne suis pas milliardaire, mais au regard de l'humanité, je suis extrêmement riche, on a beaucoup à perdre. Mais moi, je suis tout à fait prêt à perdre pour cette chose-là, mais tout le monde ne l'est pas. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Dans la précédente intervention donc, sur l'intelligence artificielle, on a évoqué le crédit social qui commence à être instauré en Chine. Peut-être que les premiers à pouvoir mesurer la consommation des citoyens, ce sera le gouvernement. Enfin, ça pourra se passer peut-être en Chine. Alors, évidemment,
j'ai bien conscience de la dimension liberticide de ce que je raconte, hein. Mais la privation de liberté ne porte pas sur la possibilité de penser, de créer, de contester, etc. Ça porte sur la seule possibilité de consommer comme on le veut. Pour moi, ce n'est pas fondamental. Je préfère être libre de penser et ne pas consommer comme je veux. Mais ensuite, je serai totalement... Bon, moi, je suis fondamentalement démocrate, donc je suis totalement opposé à toute forme d'écofascisme ou de dictature de l'écologie. Je pense que de telles décisions doivent être adoptées démocratiquement, et ensuite, bien sûr, c'est à l'État de la faire respecter, mais une fois que ça a été accepté démocratiquement. Sinon, je suis absolument contre le fait d'imposer, même si je considère que c'est la solution. Jamais, pour moi, c'est une priorité que ce soit une décision qui est prise démocratiquement. Mais le problème, c'est que ça n'implique pas un État. C'est ça la grande difficulté, ça implique tous les États. Bon, et là, visiblement, malheureusement, notre cerveau, alors je ne l'ai pas développé, mais il y a un truc très important en anthropologie qu'on appelle l'altruisme paroissial, c'est-à-dire ce qui fait qu'on a tendance à privilégier les gens de sa communauté et d'être assez hostile vis-à-vis des gens des autres communautés. Ce qui est à l'origine du nationalisme, du patriotisme, de la xénophobie, du racisme, etc., et notamment des grands conflits géopolitiques. Et tant qu'on n'arrive pas à sortir de cette chose-là qui est très inscrite dans notre cerveau, ça va être difficile. J'avais une petite question. Enfin, voilà, vous avez présenté une fresque qui est très impressionnante, mais qui a fait réagir aussi. Il y a eu des papiers assez... qui ont beaucoup critiqué vos théories, ainsi que celles de Sébastien Boller, puisqu'il me semble que vous avez une proximité, et en particulier sur votre rapport à l'histoire et à l'anthropologie. Vous avez nommé des anthropologues, mais il semble qu'il y a quand même une exception historique occidentale qu'on peut quand même identifier à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Auparavant, les sociétés, même en Europe, ont tout un tas de systèmes de limitation. Les corporations, par exemple, le système des corporations fait que les productions ne sont pas vouées à croître indéfiniment. Il y a des normes assez précises de contrôle de la production et de contrôle du niveau de production qui font que la croissance économique avant le XVIIIe siècle est quelque chose qui n'est pas vraiment dans les consciences. Il y a, sans parler de, par exemple, tout un... Je peux répondre à ça déjà ? Allez-y, je pense que je finis juste peut-être, okay. Et puis après... parce que j'ai oublié, donc peut-être pourquoi ici ? Alors vous l'avez un peu dit, mais vous datez ça d'il y a très longtemps et qui ne correspond pas, par exemple, à l'histoire de la Grèce, qui ne correspond pas à l'histoire du Moyen-Âge, qui correspond même pas à toute l'histoire de cette grande partie de l'Occident et qui ne correspond pas évidemment à des sociétés sociétés étudiées par les anthropologues au XXe siècle. J'ai perdu autre chose que je voulais dire. Déjà, je réponds à ça et ensuite, si ça vous... Alors déjà, attention, Sébastien Boller a fait la préface de mon livre, mais son approche est très différente de la mienne. Parce que moi, je ne prétends pas expliquer notre comportement en faisant simplement intervenir le striatum ou le cortex singulaire antérieur. J'articule des forces qui sont culturelles, sociétales, historiques, politiques, avec des déterminismes biologiques. Et pour moi, c'est la prise en compte des deux qui permet de comprendre cette histoire-là. Ensuite, quand vous dites que les choses ont pris un tour tout à fait problématique, on va dire, avec le siècle des Lumières, c'est ça que vous me dites un peu ? On pourrait donner plein d'éléments. Il y a la colonisation plus tôt, il y a plusieurs éléments, mais c'est une intrication d'éléments. En réalité, si vous voulez, pour moi, les principes qui nous orientent dans la croissance ont été posés au néolithique. Et si vous regardez ce qui s'est passé entre le néolithique et aujourd'hui, alors c'est sûr que la croissance s'est amplifiée largement, notamment un peu avant la révolution industrielle. Il y a eu déjà un impact de la colonisation, mais c'était beaucoup la révolution industrielle. Mais si vous regardez en termes démographiques, c'est pareil, on a une courbe qui est largement exponentielle, mais déjà entre la démographie du fin du Paléolithique et le Moyen-Âge, l'écart est monstrueux. Donc simplement, ce qui s'est rajouté, c'est la technologie, et notamment la découverte des énergies fossiles. Parce qu'il n'y aurait pas d'énergie fossile, là, on vivrait grosso modo à peu près comme on vivait il y a 3-4 siècles. Je veux dire, sans énergie fossile, on ne fait pas grand-chose.
Je suis désolé, je vais devoir écouter la discussion. Merci encore beaucoup Thierry, c'est 5 heures, je suis désolé, mais il y a une conférence qui va arriver juste après. De toute façon, Thierry est encore là un peu de temps, c'est ça? Pardon ? Tu restes encore là un petit peu de temps en dehors. Oui. Donc si vous voulez discuter avec Thierry, il y a